Bienvenue dans un nouvel épisode de The Bull Club, conversation avec des leaders. Aujourd'hui, nous accueillons le groupe Engie, le premier fournisseur de gaz naturel et d'électricité verte, mais aussi le troisième plus grand groupe mondial dans le secteur de l'énergie. Grâce à une gestion active de ses positions de couverture, associée à une bonne disponibilité des outils de production d'énergie, mais aussi à une diversification des sources d'approvisionnement, des décisions stratégiques, à l'innovation et aux équipes du groupe, Engie parvient à plus que doubler ses profits au premier semestre 2022 dans un contexte plus que chahuté. Nous allons passer en revue des piliers du groupe et les faits marquants pour cette année 2022. Et qui de mieux que son directeur général adjoint en charge des finances, de la RSE et des achats du groupe, Pierre-François Riolacci. Bonjour Pierre-François, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien et je suis ravi d'avoir l'occasion de m'adresser à votre public pour parler d'Engie et de sa transformation. Super, alors on va enchaîner tout de suite avec les questions. Alors évidemment, on connaît Engie en tant que fournisseur de gaz ou d'électricité, souvent par évidemment le biais de la facture, mais plus récemment dans l'actualité comme acteur majeur dans le prévisionnement du gaz. Alors pourriez-vous, en quelques mots, nous parler du groupe et de ses grandes activités? Bien sûr, et c'est vrai que dans le grand public, on va reconnaître cette marque commerciale que nous utilisons et qui est effectivement sur pas mal de factures dans pas mal de pays d'ailleurs. Donc ça, on va le retrouver. On a beaucoup parlé de nous à l'occasion de la crise ukrainienne et de l'approvisionnement de gaz, là aussi en France, mais pas que en France et dans beaucoup de pays européens. Mais Engie, c'est plus que ça. Engie, depuis maintenant quelques années, est engagé dans une transition énergétique majeure et dans la décarbonation de nos activités avec des objectifs très ambitieux en termes de réduction de notre contribution à l'effet de serre. Alors, comment est-ce qu'on s'organise? On a d'abord une très grosse activité de renouvelables qui est en croissance très forte et qui, comme vous pouvez l'imaginer, comme beaucoup d'autres groupes européens, pousse sur la partie solaire, sur la partie éolienne, que ce soit onshore et offshore. Et donc là, on est en train de muter notre production électrique vers ces énergies renouvelables. Nous avons une grosse activité d'infrastructure, donc là, c'est la gestion de réseau. Donc, vous allez retrouver des entreprises comme GRDF, comme GRT Gaz, qui assurent la distribution, le transport de gaz, mais aussi dans le domaine électrique, notamment, bien sûr, sur certains pays européens, en particulier, par exemple, la Roumanie. Vous avez une troisième activité qui est notre activité thermale et aussi ce qu'on appelle B2C. Donc là, vous allez retrouver nos centrales à gaz. On n'a pratiquement plus de charbon, on est pratiquement complètement sorti. Et bien sûr, la distribution de gaz et d'électricité dont on parlait tout à l'heure. Donc cette activité-là est aussi très importante. Enfin, nous avons une activité énergie solution qui vise à fournir un service d'énergie décentralisé en notamment opérant des grosses infrastructures de réseaux de chaleur. Peut-être on a dans nos auditeurs des clients d'énergie solutions qui ne le savent pas forcément, mais qui en fait, dont le chauffage collectif est opéré par nous. Et puis, bien sûr, on a cette activité aussi d'intégration, d'opérateurs intégrés, cette activité de GEMS qui, justement, agrège nos positions dans l'énergie, les commercialise et assure la fluidité de notre offre et de notre demande de manière à pouvoir servir nos clients. Je crois, en grands traits, c'est une bonne manière de résumer ce qu'est Engie aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Alors, vous avez évoqué les solutions clients et donc justement à ce propos, vous venez de vendre Equans à Bouygues pour 7,1 milliards d'euros. Equans, qui était une entité dédiée aux services multitechniques. Vous avez bien avancé sur votre plan de cession. Pourriez-vous nous expliquer ce plan d'abord et surtout nous dire si vous allez investir et dans quoi allez-vous investir et peut-être même nous dire quel type d'entreprise vous intéresse aujourd'hui? Bien sûr, alors ce plan de cession, qui était initialement de 9 à 10 milliards d'euros, a été ensuite porté à 11 milliards, compte tenu de la bonne valorisation des actifs que nous avons atteints. Et l'objectif de ce plan, c'était en partie de désendetter l'entreprise et en partie de la doter des capacités d'investissement qui sont nécessaires quand on veut mener une transition énergétique de ce type. Je vais y revenir. C'est vrai qu'une partie significative de ce plan est réalisée à l'occasion de la cession de nos activités Equans. Et peut-être faut-il rappeler que les activités Equans sont quand même substantiellement différentes des autres activités du groupe, y compris d'ailleurs des activités d'énergie solution. Énergie Solutions, ce sont des activités longues, dans des contrats longs, souvent d'ailleurs soutenus par des actifs qui nécessitent des investissements très importants, les réseaux de chaleur, les utilités industrielles chez nos clients qui ont des usines, par exemple, lesquelles nous produisons de la vapeur ou de la chaleur. Là, ce sont ces activités-là qui sont dans l'énergie solution. Equans, c'est complètement différent. Equans est remarquable, une très belle entreprise, d'ailleurs effectivement bien valorisée, vous l'avez rappelé,
mais parce qu'elle est effectivement en croissance sur des marchés intéressants, cependant différents. Son modèle est un modèle de travaux, c'est un modèle de cycle court, où on fonctionne en carnet de commandes, et ce n'est pas le modèle d'Engie, ce n'est pas le modèle d'opérateur intégré. Equans est un bon modèle, mais un modèle qui nous est étranger. C'est la raison pour laquelle Equans a été mis sur la liste des cessions et a participé au rééquilibrage financier du groupe. C'est vrai qu'en raison de la cession d'Equans et de l'exécution du programme, en raison de l'amélioration de notre contribution de ce qu'on appelle l'EBITDA, notre cash flow opérationnel, on va se retrouver en fin d'année 2022 avec un bilan qui est significativement amélioré et qui nous donne les marges de manœuvre pour investir. Dans quoi allons-nous investir? On ne va pas changer une stratégie qui a été redéfinie il y a maintenant bientôt 2 ans. On va investir massivement dans la décarbonation. Donc, vous allez retrouver, bien sûr, 60% à peu près des investissements dans la partie renouvelable. C'est là que nous portons l'essentiel de l'effort. Et puis, on va investir aussi en partie dans les activités internationales d'infrastructure, en partie sur effectivement cette énergie décentralisée, énergie solution. Et nous le ferons sur des géographies qui ont été resserrées, puisqu'on avait 70 pays avant notre plan de recentrage. Aujourd'hui, on opère dans une trentaine de pays où on a des positions évidemment compétitives qui sont plus fortes, parce que c'est comme ça qu'on a choisi les pays que nous souhaitions conserver. Et donc, nous allons investir dans ces géographies prioritaires. Alors, au premier lieu, la France, la Belgique, le Brésil, et puis des pays très importants pour nous, comme les États-Unis, comme l'Italie, comme l'Allemagne, qui sont des pays sur lesquels nous nous développons rapidement. C'est intéressant. Ouais. Donc, je pense que aussi pour l'investisseur, c'est important de comprendre que vous essayez de vous concentrer sur votre corps de métier. Et donc, si je comprends bien, c'est la raison pour laquelle vous avez cédé Equans. Donc, pour que le message soit clair, que vous avez un corps de métier qui est clair et bien défini. Et donc, vous essayez de vous libérer de toute activité qui est un peu étrangère à ce que vous faites. Mais j'aimerais juste qu'on creuse un petit peu le marché de l'énergie. Alors, une grande part de votre plan stratégique est consacrée au développement des renouvelables, évidemment. Certains acteurs, tels, vous savez, les pétroliers, investissent de plus en plus dans l'éolien et le solaire. Alors, comment comptez-vous, Engie, garder un avantage compétitif durable dans de telles circonstances? Alors, nous avons la chance là d'être sur un marché qui est dans une croissance remarquable. Et évidemment, depuis la prise de conscience sur le sujet du changement climatique, beaucoup de nos grands clients ont changé leur propre agenda et sont demandeurs d'une électricité décarbonée et d'une électricité, si c'est possible, verte au meilleur sens du terme, donc éolien et solaire. Cette préoccupation environnementale, elle a été renforcée très significativement par l'envolée du prix des énergies fossiles, qui fait qu'aujourd'hui, il y a en plus d'une raison écologique, environnementale et long terme, il y a bien une raison économique et court terme de rechercher des électricités décarbonées. Donc, c'est un marché qui est en forte croissance. Et aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde. Quand on regarde un peu plus près, les critères aujourd'hui, enfin, les goulots d'étranglement que l'on peut trouver dans la croissance ne sont pas de nature financière. Il y a du capital aujourd'hui parce qu'il est amené par les industriels, que ce soit les grandes majors pétrolières ou bien que ce soit les grandes utilités industrielles comme énergétiques comme Engie. Il y a bien sûr des fonds qui viennent de la partie investisseurs financiers. Il y a de l'argent. Quand on regarde vraiment les goulots d'étranglement, on va retrouver les équipes, parce qu'aujourd'hui, comme dans tous les métiers, un des principaux obstacles au développement, c'est de pouvoir trouver les chefs de projet, les techniciens qui sont capables d'exécuter. Là, Engie a définitivement un avantage compétitif parce que nous avons un engagement avec nos salariés qui est un engagement de longue durée que nous pouvons utiliser et sur lequel nous pouvons nous appuyer pour conserver les talents, en attirer d'autres. Le deuxième élément, c'est la supply chain, c'est-à-dire la capacité à pouvoir trouver des équipements, en particulier les panneaux solaires, les turbines des éoliennes. Ça, c'est un autre sujet sur lequel le point critique, c'est la taille. Et donc, c'est vrai que d'être un grand opérateur, qu'on soit d'ailleurs pétrolier ou pas, c'est vrai que c'est un avantage. Donc, pour nous, nous sommes un des principaux acheteurs de turbines dans le monde. C'est un marché qui est évidemment très dispersé, mais nous sommes un des gros acheteurs. Ça nous permet de sécuriser nos approvisionnements, qui est une deuxième partie. Et le troisième critère, qui est peut-être quand même à court terme le plus pénible, en tout cas depuis maintenant pas mal d'années, c'est ce qu'on appelle le permitting, c'est-à-dire d'obtenir les autorisations pour pouvoir installer nos installations de production. Et c'est là que c'est souvent effectivement compliqué, parce qu'il faut des années pour obtenir les autorisations et bien sûr purger les recours.
Et l'implantation territoriale d'un groupe comme Engie, qui opère dans les territoires depuis toujours, qui est un opérateur, soit à travers ses centrales, soit à travers son énergie décentralisée, notamment Engie Solutions, ça, c'est un avantage compétitif que nous avons sur beaucoup de nos concurrents. C'est notre capacité à effectivement gérer une relation locale qui est critique quand il s'agit d'obtenir les autorisations. Intéressant. J'aimerais, s'il vous plaît, maintenant faire le point sur les faits marquants, évidemment, de l'actualité. Alors, on ne peut pas ne pas parler de la guerre en Ukraine qui provoque évidemment beaucoup de tensions sur l'approvisionnement en gaz, avec évidemment un impact sur les volumes, mais aussi sur les prix. Alors, j'aurais trois questions. La première, c'est quel est le rôle d'Engie là-dessus? Et ensuite, comment le groupe assure la sécurité d'approvisionnement? Évidemment, ça a été une grande question aussi dans les médias. Et à quel prix vous pouvez, vous, Engie, assurer la sécurité d'approvisionnement vu les cours de marché actuels? Alors, beaucoup de questions en même temps. D'abord, il faudrait rappeler que nous sommes une entreprise et à ce titre-là, notre métier n'est pas d'interférer avec la politique, mais nous en subissons naturellement les conséquences et nous sommes aussi, nous, les personnels d'Engie, des hommes et des femmes qui voyons ce qui se passe. Et donc, il ne faut pas penser que l'environnement politique et la guerre qui règne en Ukraine est quelque chose qui est dénué d'émotion dans les équipes d'Engie qui ont fait pas mal de choses pour essayer justement, notamment en Roumanie qui est voisine, d'apporter de l'aide dans la mesure du possible. Maintenant, notre travail, c'est bien sûr de participer à l'équilibrage et à l'approvisionnement en énergie de l'Europe, puisque là, on est sur un sujet essentiellement européen, même ses conséquences touchent d'autres pays dans le monde, on pourrait y revenir. Donc, sur l'Europe, nous n'avons pas, nous, Engie, une mission de service public d'équilibrage. Mais en revanche, nous participons naturellement à ces équilibrages. Et la première chose que nous avions à faire, c'est de s'assurer que de notre côté, nous serions capables de gérer notre équilibre d'offres et de demandes. Il faut savoir que Engie, en particulier avec son histoire auprès de Gaz de France, de GDF, depuis des dizaines d'années, participe à l'approvisionnement en gaz de l'économie européenne et des foyers européens. À ce titre-là, on a constitué un portefeuille de contrats à long terme avec effectivement Gazprom, mais aussi avec Equinor, mais aussi avec Sonatrach, mais aussi avec Gaztera en Hollande, et bien sûr aussi avec des partenaires américains depuis qu'on développe aussi aux États-Unis une industrie d'exportation de gaz. C'est grâce à ce portefeuille que nous avons pu réorienter nos approvisionnements parce que nous n'étions pas uniquement, bien sûr, dépendants du gaz russe. Il est important de noter que avant la crise, Engie était globalement excédentaire en gaz, c'est-à-dire que nous avions sourcé à travers nous avions approvisionné à travers nos contrats long terme de gaz plus de gaz que ce dont nous avions besoin pour servir nos clients industriels contractés et pour servir notre portefeuille de clients individuels. Et l'excédent de gaz, nous le revendions sur le marché. Donc pour nous, il était assez facile dans un marché en déséquilibre de couper sur la partie que nous revendions dans le marché et de retrouver naturellement un déséquilibre beaucoup plus faible. Et la relation que nous avons avec en particulier les Norvégiens, mais aussi avec les autres partenaires, nous a permis de combler, à travers aussi l'importation de plus de bateaux de GNL, de gaz liquéfié, nous a permis de combler l'équilibre. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes équilibrés pour l'hiver 2022-2023 et nous avons pris les mesures compte tenu des anticipations de baisse de demande qui sont d'ailleurs observées à l'heure où nous parlons. Nous avons pris les mesures qui nous permettent d'être aussi équilibrés sur l'hiver 23-24. Donc on est globalement aujourd'hui assez serein sur notre capacité de distribuer sur le gaz. Alors après, c'est clair que chaque opérateur est dans une situation un peu différente. Autant sur l'hiver 22-23, on a l'impression globalement qu'en Europe, bien sûr en particulier en France, qui est mieux exposée parce que la France a accès au gaz liquéfié, on est assez serein. Autant sur l'hiver suivant, il peut y avoir des tensions et ça va dépendre naturellement des actions qui seront entreprises avant l'hiver 23 pour doper, entre guillemets, nos capacités d'importation de gaz, en particulier GNL, et d'autre part, gérer la demande. Intéressant. Alors, j'aimerais maintenant un peu basculer, si vous me le permettez, avec une question qui est plus spécifique à vos objectifs financiers. Donc, vous avez révisé vos objectifs financiers à la hausse une deuxième fois pour tenir compte du nouvel environnement. Votre résultat net récurrent par groupe, évidemment, est attendu entre
4,9 et 5,5 milliards de dollars pour l'année 2022, alors d'euros. que vous aviez précédemment annoncé une fourchette entre 3,1 et 3,3. J'espère que les chiffres sont bons. Alors, peut-on dire qu'Engie profite du contexte pour réaliser des super profits? C'est un mot qu'on entend beaucoup dans les médias dernièrement. Alors, c'est vrai que nous avons révisé à la hausse nos profits. Les raisons qui sont derrière cette augmentation des profits, c'est effectivement, vous l'avez dit en introduction, que nos actifs ont bien performé. Autrement dit, toutes nos installations étaient à un niveau de disponibilité important. Et donc, nous avons pu contribuer à un moment où les marchés étaient en déséquilibre à justement gérer ce déséquilibre et apporter, en particulier sur le plan électrique, les capacités dont on avait besoin. Nous avons effectivement nous sommes appuyés sur cet actif pour pouvoir générer des profits importants sur nos activités thermales, puisque nos centrales à gaz ont été appelées de manière supérieure, puisqu'il y avait des besoins, et donc effectivement, ces besoins ont nécessité plus de volume. C'est vrai aussi que nous avons pu bénéficier de situations de prix qui étaient avantageuses. Et puis, nous avons aussi bénéficié de notre activité d'opérateur intégré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire derrière ce mot-là? En une activité GEM, qui a deux grandes activités. Elle gère notre portefeuille d'actifs et de contrats, et donc elle synchronise, elle optimise notre portefeuille d'offres et de demandes dans un contexte de prix élevé, dans un contexte de volatilité élevée. Il y a dans ce portefeuille des optionnalités, une capacité à faire des arbitrages entre des situations de prix qui nous a permis effectivement de dégager des marges considérables. Donc ça, c'est un premier élément, et notamment lié au contrat à long terme gaz, qui offre des flexibilités à l'opérateur, puisque comme il s'engage à acheter à long terme des grosses capacités, eh bien, les fournisseurs nous donnent la flexibilité d'appeler ces quantités à certains endroits, à certains moments, de pouvoir les modifier. Et dans un marché très volatile, il y a une optionnalité qui vaut de l'argent, et c'est ça qui a été un premier moteur de l'amélioration de nos profits du côté GEMS. Et puis la deuxième partie, c'est que nous travaillons pour des clients B2B, qui évidemment se sont tournés vers nous à un moment où là, il y a eu un stress dans le marché, d'abord pour être sûr d'avoir l'énergie et deuxièmement pour l'avoir à un prix fixe. Ils se sont tournés massivement vers les plus gros joueurs. Donc on a gagné des parts de marché, on a augmenté nos volumes et on a pu effectivement traiter leurs sujets de prix. Mais quand on traite des sujets de prix fixes dans un marché très volatile, on est obligé de prendre des marges importantes parce qu'il faut quand même se souvenir que ces opérations nécessitent d'immobiliser des capitaux très importants pour assurer la garantie du crédit, puisque ces opérations se font avec des instruments qui sont de nature financière, des instruments de couverture, comme on peut le retrouver sur le taux ou le change, et qui nécessitent d'immobiliser des capitaux importants, les fameuses margin calls, les appels de marge, qui font qu'on doit gager son contrat par du cash, et ce sont plusieurs milliards d'euros qu'il a fallu gager. Donc c'est vrai que ça a été ces éléments-là, ces conjonctures de prix et de volatilité ont aidé significativement nos profits. Alors en cash flow, c'est un peu différent, puisque en cash flow, c'est vrai qu'on a des profits, mais on a aussi deux éléments qu'il faut quand même bien avoir en tête. C'est parce que Engie assure le stockage du gaz dans de nombreux pays, notamment en France, pas en totalité, mais en prenant une grosse partie. Et aujourd'hui, comme vous l'imaginez, on a dû porter les stockages de gaz au maximum sur la demande des gouvernements, avec un gaz au prix très élevé. Donc ça veut dire que c'est Engie qui a supporté le coût de la constitution de ces stocks, que nous avons d'ailleurs toujours sur notre bilan. Donc en cash, ça a pesé sur notre BFR pendant les derniers mois de l'année. Et puis on a un deuxième élément, c'est que bien sûr, nous finançons toujours notre fonds de roulement, et les créances que nous avons sur nos clients sur l'énergie se sont envolées, puisque les prix de l'énergie ont beaucoup augmenté. On se retrouve avec des avoirs clients qui sont très importants et bien sûr un risque de crédit potentiel. Donc sur le cash, une image un tout petit peu plus modérée. Je voudrais quand même terminer en rappelant que c'est vrai que nous avons eu ces profits, mais ces profits, nous en avons redistribué et nous allons en redistribuer beaucoup. Alors, comment ça se passe? C'est que d'abord, nous avons fait des efforts auprès de nos clients, parce qu'on ne peut pas ignorer la difficulté de certains. Il faut quand même se souvenir que nous sommes un opérateur de l'énergie dans le long terme, donc nous sommes intéressés aussi à la santé de nos clients. Et un client qui est sous difficulté passagère et qui meurt, une entreprise qui disparaît, c'est un client qui disparaît aussi. Donc, il y a des cas dans lesquels on a été amené à faire des efforts particuliers et on a, au mois de juin d'ailleurs, annoncé qu'on mettait, au mois de juillet, pardon,
on a annoncé qu'on mettait 150 millions d'euros, alors partie sur les particuliers, partie sur les petits business, pour justement les aider à gérer. Et là, c'est une subvention qu'on donne à nos clients. On a partagé aussi avec nos salariés, puisqu'on a annoncé une prime générale de 1500 euros à tous les salariés d'Engie dans le monde, qui représente quand même un coût qui est aussi significatif, de plus de 150 millions d'euros. Ça, on l'a annoncé au mois de novembre. Donc, on voit bien qu'on s'est engagé directement dans cette distribution. Et puis, ce qui est le gros qui arrive, il ne faut pas l'oublier, ce sont les taxes que nous payons. Puisqu'il faut savoir que dans de nombreux pays, il existe déjà des taxes sur l'énergie. Alors, c'est le cas dans le nucléaire en Belgique. En gros, on a une taxe à 38% des profits qu'on peut faire, qui est une taxe dite nucléaire, hein, qui est exorbitante du droit commun. Nous avons en France des redevances sur l'hydroélectricité. Par exemple, prenez la CNR, la Compagnie nationale du Rhône, qui est un de nos gros actifs. Bah, quand le prix de l'électricité est supérieur à 80 euros du mégawattheure, ce qu'on a bien connu effectivement en France, ben dans ce cas-là, il y a une royalty, une redevance de 80% qui part à l'État. Donc, il y avait déjà des mécanismes en place qui font que la redistribution se fait automatiquement. On en parle moins, mais il y a quand même de grosses recettes fiscales qui sont parties vers les États. Hein. Je ne parle même pas du renouvelable, où là, la totalité de l'excédent de prix au-delà du prix contractuel est repartie sur l'État. Et puis maintenant, nous avons les fameuses taxes inframarginales. Vous vous souvenez de cette décision de l'Union européenne, un règlement qui a été pris, qui maintenant est mis en place par les différents États européens, qui instaure des taxes inframarginales qui vont peser de manière significative, on parle de centaines de millions d'euros dans plusieurs pays, sur nos profits. Et donc, ce qui est normal aussi, c'est-à-dire que quand il y a des profits, il est normal qu'il y ait des taxes, il est normal de redistribuer ses clients et ses salariés, et Engie, de ce point de vue-là, n'est pas différent. Maintenant, c'est vrai, il reste quand même du résultat net. Nous avons aussi des actionnaires qui ont été là au moment où c'était délicat, qui n'ont pas eu de dividendes en 2020 au moment du Covid, et qui aujourd'hui peuvent légitimement espérer aussi récolter quelque chose de cette crise qui a été bien gérée par Engie. Et je pense qu'il ne faut pas avoir honte de ces résultats parce qu'il faut se souvenir que d'autres, confrontés à la même crise, n'ont pas performé du tout. Et je ne parle même pas d'une hyper, une hyper qui est le gros allemand, qui est en cours de nationalisation par l'État et qui va coûter 40 ou 45 milliards d'euros à l'État allemand. Il se trouve qu'Engie ne coûtera rien, mais au contraire rapportera à l'État en France, en Belgique et dans d'autres pays. Et je pense que c'est le fruit d'une bonne gestion. Il ne faut pas non plus bouder son plaisir quand on réussit bien. Il faut effectivement assumer, partager, mais aussi récompenser les actionnaires. Alors, très bien, vous avez fait la transition pour moi parce qu'effectivement, la prochaine question, Pierre-François, que je voudrais vous poser, ce serait spécifiquement sur le cours de la bourse. Donc, vous avez évoqué les dividendes, évidemment, qui peuvent être légitimement attendus par les investisseurs actuels. Mais pour un investisseur particulier aujourd'hui, quelles pourraient être les raisons d'investir dans la valeur d'Engie, dans la valeur Engie, pardon, malgré la crise énergétique? Quelles sont, d'après vous, les métriques à suivre? Alors, vous savez, on dit souvent que les entreprises sont pas très bons juges de leur propre cours, et je pense que c'est tout à fait exact. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant, vous l'imaginez, pour les équipes d'Engie de voir le cours de bourse. Alors, je vais vous donner quelques éléments. D'abord, il faut savoir qu'il y a eu une opération salariée qui a été réalisée là, le mois dernier et qui a été largement sursouscrite alors que le cours était en train de monter. Donc, je pense que c'est un signal que les équipes d'Engie y croient. Alors après, elles peuvent se tromper, mais ça veut dire quand même qu'il y a derrière une adhésion des personnels et une intelligence de ce qui est en train de se passer. Je pense le deuxième élément, c'est que quand vous regardez l'évolution du cours de bourse d'Engie, le cours a monté. Mais au fond, le cours a monté et quand vous regardez les multiples, eux, n'ont pas monté. Ce qui veut dire que le cours a monté de l'amélioration des résultats, mais avec les mêmes multiples. Donc le marché ne nous a pas trahissé, donc ne nous crédite pas d'un multiple plus important, alors que nous gagnons plus d'argent et que la capacité bénéficiaire d'Engie a été solidement, effectivement accrue au cours de l'année 2022. Et on peut penser que tout ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc, je pense qu'il y a la potentiel aujourd'hui pour effectivement bénéficier à un moment d'un relèvement des multiples. Et c'est effectivement tout ce que nous essayons de faire en expliquant ce qui se passe chez Engie. Et on a encore du travail, c'est à nous de bien faire le boulot. Maintenant, dans ce métier, l'agrégat clé, c'est quand même le résultat net par action récurrent, puisque c'est lui qui est aussi la base du dividende. Donc, c'est quand même l'élément, le point de comparaison le plus usité quand il s'agit de regarder effectivement Engie par rapport
à ses concurrents, les Iberdrola, les Enel de ce monde. C'est un peu notre outil de benchmark. Très bien. Alors, je pense que ça a été très clair et vraiment très utile, je pense, pour nos investisseurs et nos utilisateurs sur la plateforme. Monsieur Pierre-François Riolacci, directeur général adjoint en charge des finances, de la RSE et des achats du groupe Engie, merci beaucoup. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous. Et peut-être si vous avez un dernier mot pour nos utilisateurs, pour nos potentiels actionnaires Engie de notre plateforme. Non, merci de m'avoir invité et j'espère que j'aurai l'occasion de revenir, à Merci. l'occasion peut-être de nos résultats 22, de l'actualité du groupe, et en espérant d'ailleurs que le cours aura progressé à ce moment-là, alors dans une conjoncture que nul ne peut prédire, et nous savons tous qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans ce monde. Mais en tout cas, on est là et on est là pour faire notre travail. Merci beaucoup, monsieur Pierre-François Riolacci. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.